Ulrich Atindéou, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice Savala, et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Saturnin Diosso, bonsoir. Bonsoir Patrice Savala, aux auditrices et aux auditeurs, bonsoir. Gabin Azoma, bonsoir. Bonsoir Patrice Savala, bonsoir à tous. Je le disais à l'entame de cette émission, sur demande de l'Union sociale libérale, les acteurs politiques de l'opposition étaient ce mercredi à la Cour constitutionnelle à Cotonou et avec le président de l'institution et son vice-président, il a été question d'une série de craintes à quelques semaines des élections législatives du 28 avril prochain. Au nom de la délégation, Joël Adjavon, premier délégué général de l'USL, a posé à la Cour et à son président une série de questions sur lesquelles l'opposition souhaite avoir des clarifications. Et parmi les interrogations, il y a celle relative à l'interprétation, de l'article 242 du nouveau code électoral avec l'aspect des 10% de suffrage à obtenir à l'échelle nationale pour par une liste avant de valider des sièges. Et en réponse aux différentes doléances de cette délégation de l'opposition, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a donné la réponse que voici. Je n'ai pas entendu jusqu'à présent qu'un parti politique ait formulé son interprétation. Pourquoi voudriez-vous que ce soit la Cour qui réunisse les partis politiques, qui se met à la dimension des partis politiques et qui est appelée à soit a posteriori une interprétation et à faire de cette interprétation une décision? Nous n'allons pas sur le chemin du meilleur emprunter le sentier du pire. Les préoccupations qui sont les vôtres, je suppose que ce sont les préoccupations de tous les partis politiques. Parce que partis politiques, parce que candidats potentiels à l'élection, il est de bon ton que la loi qui organise les élections, qui est la loi des partis politiques, la loi de la compétition électorale, puisse faire l'objet de discussion déjà par les partis politiques. La vie est un arbitrage. J'ai beaucoup d'élus parmi vous. À des moments donnés, on arbitre. Pourquoi ce serait la Cour constitutionnelle qui va réunir les partis politiques? Pourquoi ce serait nous qui allons vous dire, dans un cadre qui n'est pas approprié, l'interprétation que nous aurions de l'article 242 du Code électoral? C'est à cela que je nous invite. Nous invite à tous. C'est à cette démarche-là qui consolide la société qui est la nôtre. Je vous invite en toute transparence, même si vous ne faites pas confiance à une institution du pays. Il appartient à l'institution de tout faire, ainsi que vous l'avez dit, pour se faire à la fois respecter, se rendre crédible. Et se rendre crédible, ce n'est pas de répondre aux préoccupations chaque fois que des citoyens viendraient la voir. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, nous rentrons dans la phase électorale. La Cour prendra sa part et si elle est saisie et si elle apprécie l'opportunité d'intervenir dans un sens comme dans un autre, elle le fera. J'ai parlé tantôt de dédramatisation. Ce faisant, ce n'est pas parce que les uns et les autres auraient un passé de militants, d'acteurs. C'est simplement parce que c'est ce que la Constitution demande à chacun de faire. Et nous allons le faire en toute simplicité et en toute humilité. Les décisions de la Cour sont susceptibles de commentaires. La Cour rend une décision comme toute juridiction. Ces décisions sont susceptibles de commentaires. Moi aussi j'en ai commenté. Joseph Diogbenou, le président de la Cour constitutionnelle, et principalement, il a été question de l'interprétation à donner à l'article 242 du Code électoral. Un article qui suscite différentes interprétations et pour certains juristes, cette disposition du Code électoral ne répond à rien. Franck Oké, juriste spécialiste de droit public que nous allons écouter sur cet article 242 du Code électoral. C'est que ce texte est mal rédigé en ce qui concerne les éléments d'écriture, les formules ressorties. L'esprit du législateur, je le comprends, il est simple.
lorsque vous avez 4 listes, lorsque vous avez plus de 4 listes, les listes qui ont moins de 10% sont disqualifiées, mais si vous n'avez pas jusqu'à 4 listes qui ont au moins 10%, la tolérance se fait sur les 4 premières listes, qu'elles aient 10% ou pas. Maintenant, si moins de 4 listes se présentent aux élections, toutes les listes sont d'office prises en compte. Les élections sont au cœur de la démocratie. La légitimité des représentants procède de l'élection. Je prends une circonscription électorale où vous avez 5 qui sont élus sur une même liste électorale. Et cette liste se retrouve disqualifiée au plan national. Les 5 sont disqualifiés parce que la liste a été disqualifiée au plan national. Mais 5 autres vont siéger dans la même circonscription électorale parce que repêchés du fait de la présence ou bien de la qualification de leur liste. Quelle serait la légitimité? Et je pose cette question chaque fois. Quel modèle démocratique répond à cet article 242 que nous avons coopté? Par rapport à ce test-là, en tant que gestionnaire de base de données, par exemple, j'ai cherché à dire il faut transcrire ça pour pouvoir écrire un algorithme qui permet maintenant de dégager les candidatures. Et je trouve 3 schémas possibles. Dans un premier temps, il faut se poser la question, est-ce que le nombre de listes en compétition, c'est inférieur ou égal à 4 ou c'est supérieur à 4? Si c'est inférieur ou égal à 4, on fait abstraction du quota national et puis on prend en compte toutes les listes et puis on fait l'attribution des sièges. Par contre, si le nombre de listes en compétition est supérieur à 4, parce que le législateur a voulu que la notion de 10%, que cette notion n'amène pas à avoir dans un parlement un seul parti politique, au fait. Donc c'est pourquoi, de façon tacite, a dit, bon, il ne faudrait pas que le nombre de partis représentés soit inférieur à 4. Donc, ça veut dire quoi? Si le nombre de listes en compétition est supérieur à 4 et que le nombre de listes ayant dépassé les 10% là, si ce nombre de listes là dépasse 4, ce sont ces 4, c'est-à-dire ces listes qui ont dépassé les 10% là, qui ont droit à l'attribution des sièges. Mais au cas où le nombre de listes en compétition, ça dépasse toujours 4, mais le nombre de listes ayant obtenu 10%, c'est inférieur à 4, on doit avoir 4 formations représentées au Parlement. Ça veut dire qu'on doit prendre les 4 premiers et c'est sur la base de ces 4 premiers-là qu'on attribue. À l'instant, l'ancien ministre Gustave Depossono, qui est de la majorité présidentielle, qui donnait son point de vue sur l'article 242 du Code électoral qui va être donc appliqué pour les prochaines élections, déjà avec les législatives à partir du 28 avril prochain. Et ce mercredi, Gabin Azama, vous étiez au siège de la Cour constitutionnelle avec certains leaders de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez remarqué lorsque vous étiez dans les murs de Joseph Diogbenou et les autres membres de la Cour? Bon, on a juste remarqué que le président de la Cour et son vice-président sont venus en toute sérénité écouter les acteurs de l'opposition qui souhaitaient avoir des réponses sur une série de questions, principalement donc l'article 242 du nouveau code électoral qui traite donc de la répartition des sièges. Et là-dessus, c'est vrai, le président de la Cour, prenant la parole, a estimé que nous sommes dans un État qui a déjà une culture démocratique, qui sera respecté et qui sera pérennisé, quoi qu'il arrive. Mais sur l'interprétation, le président n'a pas véritablement fourni une réponse justement aux acteurs de l'opposition qui étaient présents dans la salle, parce qu'il a estimé que le cadre n'était pas approprié. Il a estimé que la Cour, en réalité, ne tranche sur ces questions que lorsque elle est saisie, puisqu'on n'a pas encore eu élection. Et donc c'est quand on a élection et qu'il y a contestation par rapport à une disposition du code que les gens qui se sentent justement brimés ou qui ne sont pas d'accord, c'est ces personnes qui saisissent la Cour et puis la Cour maintenant décide de trancher. Donc le président de la Cour certainement a une idée claire de ce qu'on peut retenir par rapport à cet article, mais n'a pas voulu justement donner une réponse aux acteurs de l'opposition parce que le président estime que c'est à eux de commencer déjà par faire le débat au niveau des partis politiques, puisque pour lui, il n'était pas question pour eux de saisir la Cour en ce moment-là, parce qu'il a parlé de cadre inapproprié, et même il est allé jusqu'à dire qu'en réalité la Cour était dans une autre dynamique, c'est-à-dire rencontrer même tous les acteurs impliqués dans le processus, à savoir les institutions, les partis politiques, pour avoir d'autres discussions
quitte à rassurer les uns les autres sur comment est-ce que les choses vont se passer pour qu'on puisse aller à ces élections en toute tranquillité, mais sur l'interprétation à proprement parler, eh bien, il n'y a pas eu de réponse de la Cour. Saturne Diosso, comment appréciez-vous cette démarche de l'opposition vers la Cour constitutionnelle? Je la trouve normale. Normale parce que elle concerne le jeu qui s'annonce, le jeu des législatives. Et quand on est engagé dans une compétition et qu'il y a quelque part une des règles de jeu qu'une partie ne comprend pas, c'est normal que cette partie aille vers l'arbitre et demande à l'arbitre, dans le règlement intérieur, il y a telle disposition que nous ne comprenons pas. Expliquez-nous. Pour que pendant la compétition, lorsque on se retrouverait dans ce cas, qu'on n'interprète pas la décision de l'arbitre comme étant une décision qui arrangerait un camp ou un autre. C'est pourquoi je parle de normal. Normal pour moi, mais anormal pour le président de la Cour constitutionnelle que nous avons écouté, oui, qui a parlé de cadre non approprié. Que met-il dans cadre non approprié? Joseph Diogbenou seul le sait et pourra nous le dire. Est-ce pour signifier que cette visite des partis de l'opposition, de quelques leaders de l'opposition, n'est pas une des formes prévues pour saisir la Cour constitutionnelle? On n'est pas sans savoir que dans ce pays, la mandature qui a précédé celle présidée par Joseph Diogbenou, son président, parlant justement du mandat de Koslepi, a installé la durée que passera les membres de ce comité-là, avait eu à dire que le mandat allait jusqu'à une date alors qu'il faisait une allocution. Des gens ont dû saisir Théodore Olo, la Cour constitutionnelle, la mandature d'alors, pour savoir si ces propos tenus valent décision de la Cour constitutionnelle. Il a par la suite sorti un document, une décision pour dire que oui, voilà ce qui a été dit pendant son intervention. C'était ce qu'il fallait comprendre de la mandature, de la durée que le COSDEPI d'alors avait à passer. Est-ce pour éviter de se retrouver dans cette position que Joseph Diogbenou n'a pas voulu saisir cette opportunité de la descente des partis de l'opposition pour clarifier un élément important qu'est celui de la répartition des sièges quand on ira aux élections législatives? Seul il nous le dira. Mais je pense que c'est vrai qu'il dit qu'il n'a pas jusqu'ici entendu un parti politique donner son interprétation de l'article 242 du Code électoral. Mais en attendant qu'un parti sorte officiellement, pour qu'on sache que c'est un parti qui se prononce, il y a des membres de partis politiques qui se sont prononcés. Je crois l'un des tout premiers à se prononcer à propos même du parti Alternative Citoyenne, qui disait, entre autres, que lorsque pendant les élections législatives, on n'aurait pas 4 listes qui obtiendraient 10%, ou quand on aurait 3 listes qui auraient obtenu 10%, on va repêcher une 4e liste. Parce que Gustave Sonon le disait aussi, l'esprit du législateur, c'est qu'on ne retrouve pas à l'Assemblée nationale une seule coloration politique, qu'on en ait tout au moins 4. Donc, qu'au cas où 3 listes en compétition auraient 10% au plan national, qu'on puisse repêcher une 4e liste. C'est son interprétation à lui. Vous avez entendu par la suite d'autres interprétations avec les éléments sonores que vous nous avez proposés, Franck Coquet, Gustave Sonon. Donc, chacun se fait son interprétation. Je ne sais pas ce que la Cour attend. Attend-elle qu'on soit à l'étape de contentieux avant de vouloir se prononcer? Et à cette étape, est-ce que la décision qu'elle rendrait ne sera pas prise par le camp qui se retrouverait défavorisé? Si c'était encore l'opposition, vous comprendrez que ce serait sujet à polémique. On pourrait dire que la décision rendue par la Cour, c'est parce qu'elle arrange le camp de la majorité parlementaire, le camp que le président de la République soutient, qu'elle a rendu cette décision. Et si c'était éventuellement la position des partis de l'opposition qui était renforcée par la décision de la Cour constitutionnelle, ça passerait sans commentaire. Et dans un tel cas,
Il vaut mieux à présent, pendant qu'on n'a pas encore engagé la compétition, donner une idée claire de l'interprétation qu'il faut retenir, puisque c'est la Cour qui interprète, qui est juge du contentieux, qui sera juge du contentieux en ce moment. Ulrich Atindéo, d'aucuns estiment qu'aucun article, qu'aucun test ne permet à l'opposition ou encore moins à la mouvance, si elle se mettait dans cette même dynamique, de mener cette pareille démarche auprès de la Cour constitutionnelle. Et donc, ce qui fonde le président de l'institution à fournir ce genre de réponse qu'on a écouté tout à l'heure. Non, mais je crois qu'après tout, c'est le juge du contentieux électoral, c'est le juge constitutionnel qui va répondre. C'est lui qui, donc, va départager les candidats. C'est lui qui dira qui a raison et qui n'a pas raison. S'il y a contentieux électoral. Donc, la loi a été votée. Oui. Et puisque la loi est votée, il faut avoir une idée claire. C'est pas après le jeu qu'on aura une idée claire. Un peu comme le disait tout à l'heure le professeur Joseph Diogbenou qui, bon, à mon humble avis, dans son rôle, parce que je posais également la question à certains juristes, pourquoi le président de la Cour constitutionnelle ne sort pas pour clarifier la situation? Est-ce qu'on a besoin de la question? Et donc on dit, bon, écoutez, même si la Cour sort aujourd'hui, il vous répétera exactement ce qui est dans le code électoral. Il ne vous dira pas grande chose. Or, nous avons besoin aujourd'hui des détails. La loi, en principe, on devrait l'assimiler, on devrait comprendre, on devrait lire la loi. Même celui qui a un certificat d'études primaires, si on lui dit, la loi dit ceci, il doit être en mesure de dire ou de comprendre facilement. Parce que la loi doit être accessible à tout le monde. C'est ce que je veux dire. La loi, tout le monde doit pouvoir l'interpréter. C'est pas que la loi a été votée et c'est maintenant qu'on commence par donner peut-être différentes interprétations ou se mettre dans des polémiques données. Aujourd'hui, puisque c'est une première, on va à ces élections avec un nouveau code, il est important que, puisque la question se pose, ou la question elle est récurrente au sein de l'opposition, il faut régler cette question-là pour celui qui veut, d'accord, la paix. Il ne faut pas attendre la guerre. Il faut la paix et un comportement. On se prépare, on anticipe sur les dangers qui peuvent peut-être arriver. Il ne faut pas attendre que ce problème se pose avant donc de chercher à répondre. Encore que les juges les juges de la Cour constitutionnelle, ils ont leur interprétation de cet article. Et pourquoi ne pas partager avec ceux qui sont venus? Même s'il n'y a pas un test de la République qui dit que l'opposition doit... Mais l'opposition aujourd'hui, ou sinon que ce soit toutes les formations politiques d'ailleurs, ils sont dans une posture où ils vont à une compétition. Et ils doivent connaître les règles de jeu avant d'aller. Donc, c'est dans la logique des choses, c'est dans le cours normal des choses. On ne peut même pas le leur reprocher. Et on n'a même pas besoin d'inscrire cela dans un test avant que cela ne s'applique ou ne se fasse. Donc, je crois qu'ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur rôle tout simplement. Aller vers le juge du contentieux électoral pour comprendre ce que dit. Ils ne sont pas aller à la Cour constitutionnelle pour demander à Monsieur le Président de la Cour, nous avons besoin d'une relecture. Nous venons ici aujourd'hui pour que vous fassiez lecture de chaque article et que vous l'interprétiez. Ils ne sont pas venus dire ça. Ils ont parlé de la clé de répartition. Et je crois que après tout, c'est ce qui va départager les candidats. Supposez, parce quand on parle, il y a beaucoup de paramètres qu'on oublie. Et je comprends le président de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire il veut des cas de figure avant peut-être de se prononcer. Il a donné une réponse prudente. Il a donné une réponse prudente parce que il peut dire des choses aujourd'hui qui vont le rattraper encore demain, juste après les élections, parce que ces tests, en réalité, c'est à plusieurs volets. On ne sait vraiment pas comment est-ce qu'il faut prendre le jeu. Si l'esprit, si je prends ce que le membre fondateur du Bloc républicain, Gustave Sonneau, a dit, comme quoi l'esprit de la loi, c'est d'avoir 4 formations politiques à l'Assemblée nationale. Mais je me dis, vous avez, à l'issue des élections, on constate que 2. Parce que lorsque vous prenez par exemple les dernières élections présidentielles, il y a eu 3 candidats qui ont eu au-delà, je crois, des 10 là. Les autres, c'est à partir de 8. On a dit qu'on peut repêcher une autre formation politique. repêcher. Mais
Comment est-ce qu'on peut repêcher? Dans quel cas? Bon, même si on suppose... Si les deux partis politiques faisaient un raz-de-marée, qu'est-ce qui va se passer dans ces conditions? Justement, il y a beaucoup de questions qu'il faut a priori se poser lorsque vous avez des tests comme ça, alors que l'ancien code prévoyait que, bon, c'est sur la base du quotient électoral, quoi. Vous allez aux élections et on dit que c'est tel nombre de députés ou tel nombre de suffrages donne droit à un député. Voilà. Et dans la circonscription électorale, si vous obtenez tel nombre de voix ou de suffrages, vous savez d'office que vous avez tel nombre de députés. En fait, c'était facile à faire entre-temps. Mais aujourd'hui, il faut attendre le juge constitutionnel. Il faut attendre qu'on invalide les suffrages. Il faut attendre qu'on dise qui a 10%. Il faut attendre. Donc, ce n'est plus en réalité la circonscription qui compte, mais c'est désormais le plan national. Et il faut avoir tous ces résultats-là, compiler les résultats, faire le dépouillage et constater désormais quel parti vient en tête, qui suit, ainsi de suite. Oui. Et quand vous finissez ça, c'est maintenant, on commence par dire, maintenant, qui sont ceux qui ont 10%? Et lorsqu'on constate qu'il y a peut-être 2 formations politiques qui ont 10%, les autres c'est peut-être à partir de 4, c'est 2 ou c'est 3, eh bien là, il faut peut-être rattraper. Il faut aller jusqu'à 4 pour donc dire qu'on veut rattraper. Maintenant, ceux-là qu'on va racheter, je dis, ceux-là qu'on va racheter pour les ajouter aux 2 autres, allez-y voir dans quelle circonscription électorale ils ont obtenu peut-être plus de voix. Comment est-ce qu'on veut leur accorder les sièges à l'Assemblée nationale? Ça, c'est l'interprétation du C'est l'autre juge. question qui se pose, justement. Et lorsque c'est le juge qui va donc définir tout ça, et que les règles, enfin, on ne dit pas d'avance, lorsque des cas de figure comme ça vont se poser, d'office, sachez que dans la circonscription électorale, on suppose que c'est dans telle circonscription. Bon, nous sommes ici dans la 19e circonscription électorale, oui. Et on suppose qu'un parti qui vient en 3e ou 4e position, qui a, je suppose, 3%, mais qui a été racheté parce qu'il doit avoir de représentants ou de représentation à l'Assemblée nationale, il a été racheté avec 3%. Je suppose que cette formation politique, c'est dans cette 19e circonscription électorale qu'il a peut-être obtenu plus de voix. Mais il y a les deux qui le dévancent en fait, ont déjà peut-être pris la grande partie, ou quand on voit mathématiquement les choses, ce sont les deux qui se partagent les sièges à pouvoir. Comment est-ce que celui-là, on va lui accorder de sièges? Mais c'est des questions qui se posent parce que c'est dans cette circonscription-là qu'il a obtenu. Est-ce qu'il faut maintenant dire, bon, nous arrachons peut-être un siège à ceux-là qui ont déjà les 10%, ceux-là qu'on a calculé, on a constaté qu'ils ont peut-être 2 députés dans cette circonscription. Est-ce qu'il faut leur arracher un siège et le donner à l'autre? Je crois que c'est des questions qu'il faut... auquel il faut apporter de réponses avant qu'on aille aux élections. Moi, je pense quand même que c'est très important. C'est très important. Gabin Azama, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que la 7e législature a voté un texte à polémique? Oui, c'est vrai que la polémique est née depuis que ce texte a été voté parce que beaucoup de personnes sont montées au créneau pour dénoncer les dispositions contenues dans ce code-là et puis surtout l'article 242 qui jusqu'ici reste incompris de beaucoup d'acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. C'est vrai, c'est de leur droit de chercher à comprendre ce qu'on met dans cet article-là, mais je pense aussi que en réalité, pour que la Cour se prononce effectivement sur cet article-là... Il faut un cas pratique. Voilà, parce que là, nous ne sommes pas encore à l'étape de l'organisation électorale, vous voyez, et on n'est pas encore allé aux élections, il n'y a pas encore eu contestation, et du coup, j'estime que demander à la Cour de commencer par interpréter cet article-là, ça sonne un peu bizarre, mais je pense que la Cour certainement a une idée claire de cet article-là. Et le président et ses conseillers savent bien ce que cache cet article. Mais en réalité, il ne faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il faut qu'on attende d'aller aux élections, parce que la loi a été déjà votée. Alors si, supposons l'instant que le président hier avait donné son interprétation de cet article-là, est-ce que si la réponse donnée n'était pas celle attendue par l'opposition, est-ce que l'opposition allait boycotter les élections? C'est une question. Puisque, quoi qu'en soit la réponse que la Cour donnerait par rapport à cet article-là, on irait aux élections. Donc, je pense que le plus important ici, ce n'est pas forcément de chercher à attendre une réponse de la Cour, c'est déjà de se mettre en ordre de bataille pour véritablement aller convaincre les électeurs pour
leur montrer ce qu'il y a lieu de faire et pour pouvoir véritablement être à même de décrocher des sièges. Mais si on attend forcément que la Cour explique un article avant de pouvoir se préparer pour les élections, je pense qu'il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Et là-dessus, la Cour, de mon point de vue, puisque là, c'est vrai qu'il n'y a pas une disposition, il faut le souligner aussi qu'il n'y a pas une disposition qui dit clairement que la Cour doit se prêter aux questions de ces leaders politiques. C'est vrai que chaque citoyen béninois, comme on le dit, procureur de la Constitution, il doit veiller à son respect. Mais en matière électorale, nul n'est censé ignorer la loi. En matière électorale et en matière législative, c'est vrai, la Cour est contentieux, est juge du contentieux électoral. Mais il faut forcément que l'on attende de se prêter à un cas avant de pouvoir réagir. Et c'est la réponse qui a été servie. Et moi, je pense que c'est une logique qui est tout à fait normale de mon point de vue. Saturne Diossou, est-ce que les leaders de l'opposition n'ont pas peur qu'au bout de leurs efforts à la suite de ces élections législatives, qu'on attribue le résultat à d'autres formations politiques sur la base de cet article 242, raison pour laquelle il faut très tôt prendre le taureau par les cornes? Je ne suis pas de l'opposition, ce n'est pas de parti politique, je suis journaliste, donc quand je serai dans leur peau, j'essaierai de savoir quel est leur état d'âme. Il n'y en a pas un parmi eux sur ce plateau. Ce que moi je constate en tant que journaliste, c'est juste qu'on ne s'accorde pas. Des acteurs qui sont appelés à se lancer dans une compétition n'ont pas la même lecture d'un des dispositifs de ce règlement, d'une des règles du jeu. Et c'est comme ça, analogie pour analogie, vous êtes sur un terrain de football, l'arbitre siffle une faute. Pour vous, ce n'est pas une faute. Mais pour l'équipe adverse, c'est une faute. Bon, en tout cas, l'équipe adverse, tant que l'équipe qui se retrouvera avantagée par le coup de sifflet de l'arbitre ne va pas contester. C'est celui qui se sentira... Puisque ça l'arrange. C'est celui qui se sentira désavantagé, qui ne sera pas avantagé par ce coup de sifflet, qui se mettra dans la compétition. Et là peut commencer une bagarre. Alors que nous tous, on a eu le texte avant. Ça peut être là dans un cas imprévu. Mais maintenant, nous sommes dans un cas où, avant même que le jeu ne commence, il y a déjà cette diversité de points de vue sur un article du jeu. Cabin, oui, c'est clair, il disait qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution qui oblige la Cour constitutionnelle à se prêter aux inquiétudes des partis, de ceux-là qui ont fait le déplacement pour son siège. Il faut aussi vulgariser les textes qui sont votés à l'Assemblée nationale. Moi, je poserai la question sur un autre volet. Est-ce qu'il y a alors une disposition de la Constitution qui l'interdit? Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Si ce n'est pas interdit, je pense que la Cour peut se le permettre. Ce ne sera pas pour la première fois que dans ce pays, une Cour constitutionnelle, une mandature se prononce sur des cas, surtout en période électorale. Ça a été fait de par le passé. Quand la Cour a constaté que, attention, il y a au niveau des acteurs politiques une interprétation de dispositions, chacun donne son avis, et c'est souvent celui qui est en position de force qui cherche à faire passer sa loi. Je suis pouvoir exécutif, je me retrouve dans un dispositif qui doit m'obliger à mettre un moyen à la disposition de la Sénat. Je n'ai pas pu réunir ces conditions. Je n'ai pas pu réunir les moyens financiers que je mettrai à la disposition de la Sénat. La Sénat me demande les moyens. Et je dis à la Sénat, mais viens regarder dans ma caisse, je n'ai pas les moyens à mettre à ta disposition. La Cour peut se prononcer pour dire, attention, mais voilà, on a eu ce cas-là, par exemple, par le passé. Donc pour moi, ce qui n'est pas interdit est permis. Il ne faudrait pas que la Cour, en posant l'acte, soit dans la compromission. Et si elle sent qu'elle n'est pas dans la compromission, je trouve que rien ne l'empêche de faire cette interprétation. Parce que, oui, elle est juge du contentieux électoral. Elle interprétera un texte qu'elle n'a pas voté la Cour. Le texte a été voté à l'Assemblée nationale. Oui, a été transmis à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, et les juges ont lu article après article le code électoral
ont certainement eu à avoir eux aussi leur interprétation à leur niveau avant de dire ce que vous nous avez envoyé est conforme à la Constitution. Mais si à l'Assemblée nationale, on a eu des députés qui ne sont pas moulés dans le droit parce que en droit, on vous dira que écrire un texte de loi, ça prend. C'est ce que vous me passerez le mot, on appelle la légistique, l'art de faire les textes de loi. Quand on se retrouve avec des députés qui disent seuls, sans que, avant que, après que, qui mélangent tout pour rendre un texte, vous avez écouté un juriste dans les éléments que vous nous avez proposés, notamment Franck Oquet, dire, entre autres, que c'est un texte qui est mal rédigé. Et quand on part de cette base-là, de ce postulat, quand vous rédigez mal, c'est que l'interprétation poserait problème. Il y a de quoi ne pas avoir la même lecture quand on est en passe de se voir appliquer ce texte. Et quand on a quelqu'un qui, lui, se prononcera à propos, et c'est ce qu'il dira, qui passera, il vaut mieux éviter le conflit plus tard que de clarifier les règles de jeu maintenant. Je pense que la Cour gagnerait en crédibilité, comme le président de Joseph Diabono le disait, si avant même que la compétition soit engagée, les règles du jeu étaient claires. Si jusqu'ici les règles de jeu ne sont pas encore claires, dire, voilà, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Article 242. Que voilà ce que vous ne comprenez pas. Pour nous, voilà l'interprétation que nous avons eue de ça. Il reprochait à juste titre au parti d'avoir participé à ce débat national que devrait susciter un texte de cette envergure qu'est le code électoral. Et nous savons dans quelles conditions ce texte a été voté à l'Assemblée nationale. Malgré les séminaires qui ont été tenus avec différents acteurs, que ce soit société civile ou acteurs politiques, on sait les observations, quelques-unes des observations qui ont été faites même par la société civile et à l'Assemblée nationale, c'est des observations qui n'ont pas été prises en compte. C'est-à-dire que la partie qui est à l'initiative a, malgré tout, c'est la dictature de la démocratie, on me dira, fait passer sa loi parce qu'elle est majoritaire. Bien sûr. Maintenant, ce n'est plus à cette étape-là, c'est à l'étape de l'application de la loi. Et pour moi, si la loi partie de l'Assemblée nationale n'est pas en français facile pour permettre à tout le monde de comprendre ce que ça dit et que ça arrive. Je peux prendre un schéma. À supposer que à l'issue des législatives, je prends dans un cas comme dans l'autre pour qu'on ne me prête pas forcément des intentions, on parle de 4 listes où, supposons, on a 6 listes qui vont à ces législatives. Et que les 3 premières listes qui obtiennent 10% sont des partis de l'opposition. Et que juste après qu'on ait un parti de la mouvance qui se retrouve là, et après ça, d'autres partis qui s'allient. Et que dans ce cas, que la Cour arrive à dire, puisque ce sont 3 partis qui ont obtenu 10%, je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un a dit qu'on va répéter juste un quatrième parti, une 4e liste, puisque ces 3 partis qui ont obtenu 10%, on ne tient plus compte de 10%. C'est mon interprétation que moi j'ai. Parce qu'il n'y a pas 4 listes qui ont obtenu 10%, on ne tient plus compte de 10% pour faire la répartition des sièges. Que diront les 3 partis de l'opposition qui sont arrivés avec les 10%? Les 3 listes peuvent dire, c'est parce que messieurs de la Cour ont constaté que en tenant compte des 10% ou en repêchant une liste pour avoir 4 listes, on s'est rendu compte qu'il y a plus de partis de l'opposition qui auront les sièges à l'Assemblée nationale que le seul parti de la mouvance qui se retrouverait donc repêché, que messieurs de la Cour ont ouvert le partage de la répartition de sièges à tout le monde, prétestant que 4 listes n'ont pas eu 10%. Je pense dans l'autre cas de figure, où les 3 premières listes qui ont obtenu 10%, soit des listes qui soutiennent le président de la République, et que viennent juste après des listes de l'opposition. Et que parce que c'est dans ce cas-là, les membres de la Cour disent, 3 listes ont obtenu 10%. Selon ce qui est dit, c'est qu'il faut repêcher une 4e liste. Ceux-là qui sont de l'opposition peuvent dire à ce moment-là que c'est parce qu'on a constaté que les 3 premières listes sont celles de la mouvance, qu'au lieu d'ouvrir le partage de sièges à tout le monde pour dire on n'a pas obtenu 10%, allons-y, que messieurs de la Cour ont dit juste on prend une liste supplémentaire pour continuer. Donc, autant faire l'interprétation maintenant avant qu'on s'engage dans la compétition que d'attendre qu'il y ait compétition et de regarder les acteurs qui seront en conflit, qui seront devant la Cour avec ce contentieux-là et d'interpréter comme le président de la Cour l'a dit, dans un sens comme dans l'autre.
Je pense que maintenant, puisque la compétition n'est pas encore engagée, tout le monde serait fixé. Et même si plus tard, les partis de l'opposition se retrouveraient en difficulté, on saura qu'avant la compétition, la Cour s'était déjà prononcée et donc que la décision que la Cour aura après les élections ne serait pas une décision qu'on lui reprocherait parce qu'on sentirait cette Cour proche d'un parti, d'une partie parlant de clan ou d'une autre. Oui. Ulrich Atindéou, les deux parties ne sont-elles pas dans leur rôle lorsque les leaders de l'opposition ont fait cette démarche auprès de la Cour constitutionnelle qui a jugé que c'était pas opportun de répondre à toutes ces préoccupations parce qu'il faut être dans le cas de figure avant de pouvoir interpréter. Est-ce que les deux parties, alors que aucun test de part et d'autre ne permet à chaque partie de mener ces démarches, ne sont-elles pas dans leur rôle? Oui, mais chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. On ne peut pas peut-être refuser à la Cour ou on ne peut pas obliger la Cour, bien évidemment, à donner une réponse nécessairement à toutes les questions des partis, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Mais je tiens à dire ceci. Je l'ai déjà dit que la Cour certainement joue à la carte de la prudence. Mais au-delà de ça, il y a que vous n'observez pas cette démarche, cette tractation au sein de la mouvance présidentielle. Vous ne constatez pas, ils ne se gênent pas en réalité pour l'interprétation. Le test vient de là. Le test, naturellement, ça veut justement. Dire peut-être au sein de la commission, à l'Assemblée nationale, vous convenez avec moi que la plupart de ceux qui ont élaboré ce test se retrouvent dans le bloc de la majorité. Et vous savez également que celui qui a jeté son regard ou celui qui a apprécié le test pour la conformité avec la Constitution, le juge constitutionnel qui a approuvé le test, également où était de cette même majorité. Donc vous convenez avec moi que pour avoir une explication de cet article, il sera naturellement facile. Un coup de fil peut-être permet à chaque membre de cette majorité d'avoir une idée de ce que dit l'article. On peut peut-être interpréter d'une manière ou d'une autre, un peu comme le disait tout à l'heure Saturnin, et attendre le soir des élections pour donc voir quelle est peut-être la conduite à tenir ou quelle est l'interprétation officielle à donner. Donc je pense que aujourd'hui, c'est l'opposition qui cherche à comprendre. C'est vrai, mais le plus important serait aussi d'aller à ces élections ou de commencer déjà par se battre parce que le plus important, c'est d'avoir la majorité. Même quand on va, c'est-à-dire annuler des voix dans certaines circonscriptions, que vous obteniez tout au moins déjà les 10%. Parce que c'est lorsque vous n'obteniez pas les 10% que vous allez commencer par faire les calculs, par compter sur peut-être les rachats. C'est lorsque vous n'avez pas les 10% que vous allez, habituellement, quand vous allez à un examen, on dit, bon, la moyenne c'est 10, vous sortez, vous dites, s'il plaît à Dieu, qu'on rachète jusqu'à 8 ou jusqu'à 7 pour que... Donc, le plus important, c'est déjà de travailler sur le terrain. C'est de travailler. Les partis qui auront fait piètre figure au cours de cette élection législative, peuvent s'attendre à des sièges également dans la 8e législature. Je n'ai pas compris votre question. Lorsqu'on interprète de cette façon, comme vous le dites là, oui. L'article 242, c'est-à-dire que je suppose que 3 partis ont pu avoir à la suite de ces élections 10%. Les 10% requis pour avoir les sièges au sein de l'Assemblée nationale. Et comme on ne doit pas avoir une Assemblée nationale monocolore, il faut repêcher un 4e parti qui serait proche de la réalité. Est-ce que ça favorise les mauvais scores, les députés qui ne sont pas élus par la population d'aller siéger au sein de l'institution parlementaire? Non, mais ce à quoi nous allons assister avec ce code électoral, c'est que il y aura des députés qui ne seront pas élus dans certaines circonscriptions électorales et qui vont se retrouver comme ça à l'Assemblée parce que leur parti politique aurait donc réuni les 10%. Et c'est pourquoi, vous avez entendu tout à l'heure le président Diogbenou, il dit, c'est vrai, par le passé, j'ai commenté aussi des décisions de la Cour constitutionnelle. J'en ai commenté. C'est-à-dire que
vous aurez aussi à commenter mes décisions. Je vais prendre également ces décisions au soir des élections. Ne vous y trompez pas. Je vais prendre des décisions. En respectant les tests en vigueur. En respectant, bien entendu. Enfin, chacun respecte selon sa posture ou sa position. Il va respecter les tests. Quitte à l'opposition, quitte à la mouvance de dire les tests ne sont pas respectés. Mais le juge prendra donc sa décision. Chacun est libre de commenter. Mais il dit également de dédramatiser les choses. C'est-à-dire parce qu'il y a plus de peur visiblement que de mal. Moi, j'ai reçu le membre fondateur du Bloc républicain. Il était serein. Il ne se gênait pas. Contrairement à ceux de l'opposition qui se disent, comment ils sont sereins, ils se disent, non, c'est aux élections, nous irons, et après les élections, on saura si on a tel nombre de députés, si on a la majorité ou pas. Eux, ils sont dans cette dynamique-là. Donc, ils ont déjà une idée, ils ont déjà une explication, plus ou moins, de cet article-là. Et un peu comme le disait tout à l'heure Saturnin, le problème serait là, c'est-à-dire au cas où il y aurait 3 partis, si tant est que c'est 4 formations politiques qu'on désire à l'Assemblée nationale, et que 3 auraient déjà ont réuni les 10% recherchés, le 4e, sur quelle base on va repêcher le 4e, ou sur quelle base il y aura cette 4e formation politique pour compléter tout au moins la liste, pour qu'on ait 4 ou 5 ou 6 voix. Donc le problème se trouve là. Si tant est que ces 4 formations politiques qu'on a envie d'avoir à l'Assemblée nationale, il faut qu'on le dise clairement pour qu'on puisse dire, écoutez, lorsqu'on aura 3, même si le 4e a 5%, on va le repêcher simplement. Ou dans ce cas, quand on constatera peut-être que il y a des hommes de droit ou des sachants du droit qui seraient quelque part en train de nous écouter actuellement, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Nous savons que ce problème... Mais on en a écouté également dans cette émission. C'est évacué là. Parce que non, les choses ne sont pas encore claires. Tout au moins, puisque les gens posent le problème de la clarté du test, il faut aussi se prononcer. Ça fait partie du jeu démocratique. Oui, nous avons en ligne Honoré Benjamin Naoum, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice, bonsoir le plateau, bonsoir les amis auditeurs. L'article à polémique, c'est l'article 242. Les leaders de l'opposition ont voulu en savoir davantage sur l'interprétation qui sera faite de cet article à la suite des prochaines législatives. Honoré Benjamin Naoum, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la 7e législature a voté un test à polémique? Je voudrais commencer d'abord par faire un coup de gueule. Le coup de gueule ici, c'est que cette loi a été votée et a été rendue conforme à la constitution de notre pays depuis des mois. Et les professionnels du droit, les acteurs politiques n'ont pas suffisamment fait de tapage pour attirer l'attention, j'allais dire, des uns et des autres sur le risque lié à cet article. C'est le premier coup de gueule. Quand on prend la loi en question, je pense que nous tous, nous allons souffrir à donner une lecture ou à faire une interprétation, mais la grosse interprétation reviendra au moment opportun à la Sénat. Parce que c'est la Sénat qui va faire sa lecture et appliquer cette loi. Et après, ceux qui ne sont pas d'accord vont saisir la Cour constitutionnelle et la Cour va trancher. Après avoir écouté les arguments des uns et des autres. L'avantage ici, lié à ce déplacement de certains acteurs de la classe politique qui ont demandé à rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour avoir l'idée ou la lecture faite par cette personnalité-là au regard de cette loi ou au regard de cet article. Cette démarche nous permet aujourd'hui d'avoir une visibilité. La première visibilité pour moi, c'est quoi? Nous savons dans quel état d'esprit se trouve le président de la Cour constitutionnelle et son vice-président, parce que ce sont les deux qui ont opiné avec les acteurs. Oui. Je pense que
l'interview qui a été accordée de façon publique nous permet au moins de savoir dans quel état d'esprit se trouve, bien entendu, le président de cette institution qui aura à trancher demain. L'avantage ici, c'est que le président, dans son intervention, nous rappelle quelque chose qui semble passer inaperçu. Certains en ont parlé brièvement sur le plateau, c'est quoi? Quand on va finir de faire les élections, les décisions que je vais rendre sont sans recours et vous pouvez faire tous vos commentaires là-dessus. Moi-même, j'en avais fait. Ça, ce sont des détails qui devraient permettre aux acteurs politiques de faire mieux la lecture et de savoir ce qui va se produire demain. Ça veut dire quoi? Que vous soyez d'accord ou pas, vous allez en souffrir, comme dirait quelqu'un. Donc, les décisions qui seront prises à cause de la polémique qui est créée autour de cet article, et ne l'oubliez surtout pas, c'est un article fabriqué par ceux qui ont conçu cette loi. Et c'est bien entendu la mouvance présidentielle. Et quand vous vous référez au passé, et quand vous écoutez les coulisses, l'objectif de ces 10%, c'était quoi? C'est de semer la panique et de confiner les acteurs politiques dans 3 listes au maximum sur toute l'étendue du territoire national. Et à l'origine, c'était 15%. Voilà. Et donc, ils ont ramené à 10% pour amoindrir un peu les choses. Et parce que le pouvoir savait très bien que lui, il est dans l'objectif d'avoir 2 listes. Voilà que subitement, même dans le camp de la mouvance présidentielle, il y a eu éclatement où on se retrouve aujourd'hui avec pratiquement 5 formations politiques. Il faut attendre donc la fin du délai de dépôt pour savoir ceux qui ont déposé ou pas. Mais aujourd'hui, le message est adressé beaucoup plus à l'opposition comme quoi. Si nous, on finit par avoir 2 listes, vous êtes obligés d'avoir une liste pour éviter les 10%. Donc c'était un mécanisme pour semer la panique au sein de ceux qui vont dire nous on peut aller aux élections, nous on peut avoir, on peut mobiliser les 250 millions. Voilà, tout le monde se retrouve aujourd'hui emballé par cet article-là. Juste un article qui crée la confusion totale. Donc ce qu'il faut faire, à mon humble avis, effectivement quelqu'un l'a dit sur le plateau et déjà, il faut vraiment travailler à ce que les acteurs politiques sensibilisent davantage leurs électeurs et maintenant ceux qui seront appelés à surveiller le vote et avoir un regard au niveau des institutions. Je pense que le moment qui s'annonce là, ce n'est pas un moment de sommeil. Quand moi j'ai fini d'écouter le président de la Cour constitutionnelle, j'ai compris que les acteurs politiques n'ont pas droit au sommeil. Et j'espère bien qu'ils vont se mobiliser, rester debout et avoir les yeux ouverts pour que nous puissions avoir une élection libre et transparente. Parce qu'au Bénin ici, comme le président de la Cour l'a dit, ils feront tout pour sauvegarder ce qu'on a toujours eu dans ce pays, des élections apaisées, et ce n'est pas en 2019 qu'on va vivre les moments difficiles. Parce que nous sommes proches déjà, je ne sais pas comment on peut corriger cet article-là maintenant, je ne sais pas. C'est déclaré constitutionnel, le test. Oui, c'est ça, donc il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si la Cour a commencé déjà à échanger avec les autres institutions impliquées dans ce dossier. Ils ont commencé des travaux aujourd'hui et demain ça va être achevé. Oui. J'espère qu'ils vont déjà s'entendre sur la lecture à faire ou la compréhension à avoir, même si ce n'est pas fait publiquement, pour que toutes les institutions soient au même niveau d'information par rapport à cet article, pour que nous ne nous retrouverons pas en situation compliquée et en situation difficile. Après le vote, politique d'être vigilant.
Honoré Benjamin Naoum, après le vote de ce texte, le nouveau code électoral, les députés ont dit que la démocratie béninoise a connu une bonne avancée, une avancée terrible. Non, ça c'est, vous savez très bien que ce sont des déclarations politiques. On ne peut pas dire que cette loi-là nous a permis d'avancer. Non, c'est un regret. Et tout le monde sait. Et eux-mêmes, ils le savent. Il faut aller les écouter. Ceux qui viennent au plateau tenir des discours, mais nous on a de l'avantage d'être journalistes et d'écouter, que ce soit opposant ou mouvancier. Oui. Je peux vous assurer que cet article-là est un problème pour la mouvance. Et surtout pour la mouvance qui s'est démultipliée. Au départ, l'idée c'était 2 listes dans la mouvance, mais là, ils sont déjà à 5 listes probables. On attend la fin pour savoir ceux qui vont déposer, comme je l'ai mentionné tantôt. Oui. Donc cet article est un problème pour toute la classe politique. Ne pensez pas. Parce que l'opposition n'était pas à l'origine. C'est normal que l'opposition en parle. Imaginez un seul instant que les acteurs de la mouvance sortent maintenant et commencent par dire voilà, nous on a des problèmes avec l'article 242. Quelle réaction le peuple aura? Donc ça veut dire quoi? Cette mouvance-là est en train tout simplement d'attendre et de se remettre également à Dieu, comme les gens de l'opposition qui ont tenté peut-être de se remettre à la cour qui a dit je n'y peux rien, eux aussi doivent se remettre à Dieu, mais les institutions, au niveau des institutions, je voudrais que au moins que la lecture, si c'est au niveau interne, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin forcément d'entendre une déclaration publique, mais les institutions impliquées dans cette élection doivent pouvoir véritablement s'entendre sur la lecture à faire de ce code pour qu'il y ait quand même une unicité d'esprit autour de cet article. Sinon, ça va créer une polémique. Parce que la Sénat va appliquer une autre règle, la Cour va vouloir appliquer une autre règle, les partis politiques vont appliquer une autre règle, et finalement, on serait dans un désordre, dans un pays qui, quoi qu'on dise, constitue un laboratoire de la démocratie. Ce n'est pas maintenant qu'on va essayer de faire trembler l'édifice. Et c'est à ça qu'il faut vraiment travailler. Est-ce qu'en interprétant cet article, on pourra dire que le vote des populations sera biaisé? Mais c'est clair, si vous finissez votre vote et quelqu'un dit que bon, vous n'avez pas 10%, donc je ne peux pas vous prendre à l'Assemblée nationale, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Une chose est sûre, il y aura de la frustration après ce vote. Comment réduire les chocs? Comment contenir la pression? C'est à cette réflexion qu'il faut appeler aujourd'hui tous les acteurs clés de ce processus électoral. Parce que cette loi, vous êtes d'accord avec moi, qu'après ce scrutin, il va falloir nettoyer cette loi. Il va falloir nettoyer, corriger le plus tôt possible. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui fait une loi pour un pays. Une loi est toujours contextualisée. Une loi doit tenir compte des pratiques, des habitudes. C'est comme des gens qui sont allés construire des marchés quelque part, des marchés qui n'ont jamais reçu de visiteurs, qui n'ont jamais reçu, parce que ce marché n'a pas été contextualisé avant sa construction. Cette loi ne reflète pas la démocratie béninoise. Et il faut aller à sa correction le plus rapidement possible, parce que là, on a encore d'autres élections à faire après, et il faut faire le ménage. Gabien Zoma, faut-il effectivement nettoyer ce texte, le nouveau code électoral? Oui, mais si nettoyage il doit y avoir, il faut forcément attendre qu'une nouvelle législature s'installe, parce que à l'étape actuelle des choses, on ne peut plus chercher à retoucher la loi pour dire... Nous sommes déjà à moins de 6 mois. Donc. Moins de 6 mois des prochaines législatives, donc, le 28 avril. Qu'il pleuve, qu'il neige, cette loi sera appliquée justement pour les élections qui arrivent. Et ce qui est à souhaiter, c'est que la Cour, en toute conscience, puisse vraiment appliquer la loi en tenant compte donc des suffrages exprimés par les populations par rapport à chaque liste qui serait en compétition, pour que on n'ait pas après des grincements de dents ou des frustrations, parce que ce qui est beaucoup plus en jeu ici, c'est des suspicions qu'il y a depuis qu'on a installé cette Cour constitutionnelle. C'est justement ça qui inquiète encore davantage beaucoup de personnes qui se posent des questions sur comment est-ce que cette Cour-là va pouvoir trancher s'il y a contentieux électoral. Est-ce que la Cour dira le droit
C'est là la question qui se pose par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui et surtout par rapport à l'article 242. L'institution de dernier ressort, la Cour constitutionnelle Saturnin Djosso, est appelée à trancher le contentieux électoral qui naîtra après le 28 avril prochain. Quel comportement doit adopter l'opposition aujourd'hui après avoir mené cette démarche auprès de l'institution? À elle de réfléchir. Si la Cour dit que ce n'est pas un cadre approprié, celui-là au sein duquel on a interpellé le président de la Cour constitutionnelle, son vice-président aussi, comme Gabin le disait, était à ses côtés, cela pourrait ressembler à une consultation. À une consultation. Et Joseph Diogbenou et le vice-président ne sont pas à eux de la Cour constitutionnelle. Il faut que les conseillers se retrouvent en plénière. S'il faut que les partis, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, saisissent officiellement la Cour pour que la Cour, les conseillers puissent se réunir et se prononcer à propos, qu'ils le fassent. Mais n'oubliez pas, parlant de consultation, nous avons eu dans ce pays, déjà, si c'était ça que la Cour voulait éviter, il me vient à l'esprit cette visite du préfet du littoral au président de la Cour constitutionnelle. Bien sûr, Modeste Tobola. Modeste Tobola, sur un sujet, sur une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui a été transmise à la Cour. Lui, il a rendu vite pour savoir ce que la Cour dira. C'est comme s'il voulait s'entendre, en tout cas, donc, avant qu'on ne soit en situation, ce que la Cour pourrait dire dans ce cas. Qu'on saisisse la Cour officiellement dans les règles de l'art pour que le cadre soit désormais approprié. Parce que pour moi, là, je crois qu'il y a de flou. Toujours dans la tête. Pour emprunter les thèmes de Ulrich Chatindewo. Benjamin Naoum, 30 secondes pour vous pour conclure cette émission. Oui, c'est juste pour dire que ce que nous devrions déplorer dans notre pays, c'est ce climat de suspicion qui règne. On n'a pas confiance en la Cour. En fait, c'est le vrai problème, ça. On ne sait pas si cette Cour-là va dire le droit. Parce que tout simplement, on a vu faire. Et ça, on ne peut pas refuser aux gens d'avoir des doutes, d'avoir des appréhensions. L'essentiel, c'est à la Cour de redonner confiance aux citoyens béninois. Même si c'est un vœu pieux, selon certains, il faut quand même espérer dans cette République-là. Oui. Ulrich Chatindewo. Non, je crois que j'ai retenu une phrase du ministre Solon. C'est quoi? C'est comme quoi? C'est les hommes politiques qui stressent davantage la population. Attendons après 28 avril pour voir ce qui va se passer. Voilà. Merci à vous, Ulrich Chatindewo. Merci à Gamé Azama. Merci à Saturnin Djosso. Merci à Honoré Benjamin Naoum. Merci également à Mohamed Liamidi qui a remplacé Georges Bonou entre-temps. Intégral, c'en est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre numéro de cette émission.